Alors après, il y a la période que j'appelle l'âge d'or islamique, qui est de plusieurs siècles, avec une appropriation et une fructification de l'héritage grec, mais aussi des ruptures majeures. Donc c'est une sorte de continuité, mais avec beaucoup de discontinuité aussi, des révolutions. La mathématisation aussi de la physique a lieu à ce moment-là, le développement de la méthode expérimentale et des dispositifs mécaniques. Et en fait, l'atomisme a été en quelque sorte islamisé, donc réconcilié, même s'il avait plutôt une portée matérialiste qui paraît opposée à la religion, à une origine divine. Et en fait, c'est une vision qui était plutôt qui a été réconciliée. Et ce qui est derrière, c'est ce principe d'unicité, du tawhid, qui fait que l'idée d'avoir que tout est une origine commune, qu'on puisse expliquer toute la création par des atomes, était quelque chose qui plaisait, par exemple, à un théologien philosophe comme Fakhreddin Razi au XIIe siècle, ou alors Nasruddin Tusi, qui est un grand scientifique, théologien, qui était quelqu'un, même un défenseur, disons, quelqu'un qui avait vraiment développé une sorte de théorie d'évolution à partir justement d'une substance initiale d'évolution du végétal vers l'animal et vers l'être humain, pour lesquels, même pour Fakhreddin Razi, donc effectivement tout émanerait d'atomes, y compris les multiples mondes, les multiples univers qui seraient indéfinis. Et il y avait en même temps, cela ne veut pas dire du tout que tous les érudits ou scientifiques étaient pour l'atomisme, puisqu'il y avait aussi des courants qui étaient opposés à l'existence de vide, puisque pour eux, c'était plutôt l'univers était rempli par la présence divine, et en fait, il n'y avait pas de place pour le vide, et il y avait un lien en quelque sorte avec le fait qu'on devait se serrer, par exemple, serrer les rangs lors de la prière. Donc c'est pas du tout l'atomisme n'était pas du tout adopté à l'unanimité. Alors chez Ibn al-Haytham, qu'on peut considérer vraiment comme par exemple Matthias Schramm comme le père de la physique, le véritable fondateur de la physique au sens moderne du terme, qui a écrit une œuvre colossale, Kitab al-Manadhir, le livre d'optique. Il y a quelque chose d'intéressant en fait. D'abord, il y a une vraie révolution en ce qui concerne le statut de la lumière, puisqu'il lui donne une existence propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il attribue aussi à la lumière une nature corpusculaire. En fait, il faisait ses expériences avec des billes. Et cela lui permettait aussi, comme d'ailleurs d'autres contemporains ou même d'autres philosophes, d'attribuer à la lumière une vitesse finie, puisque ce sont des corpuscules, donc ça leur permet d'avoir une vitesse finie. Ça va être après, plus tard en Europe, un sujet de débat qui n'était pas du tout, qui était loin d'être évident. Alors la chambre noire, entre autres, c'est Ibn al-Haytham, j'ai oublié de le dire. Évidemment, c'est pas pour prendre des photos, c'était vraiment pour faire ses expériences sur la lumière. Et donc c'est aussi l'un des pères de la méthode expérimentale. Voilà. Alors Kamaluddin el-Farisi, on le connaît moins, mais lui, évidemment, il s'est référé, il a beaucoup étudié le livre d'optique, sauf que lui a plutôt été en faveur d'une nature ondulatoire de la lumière. Et en fait, il a fait la décomposition de la lumière blanche, pas sur un prisme comme Newton plus tard, après lui, mais sur une sphère en verre, pour essayer d'expliquer l'arc-en-ciel, parce que ça simule une goutte d'eau. Alors, il a donné les prémices d'une théorie ondulatoire qui a été accomplie plutôt par Taqi-ad-Din Muhammad ibn Ma'ruf au XVIe siècle, donc c'est un ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux natures corpusculaires et ondulatoires vont rester, vont cohabiter, mais en étant des fois en conflit, donc avec la science moderne en Europe. Il y a eu d'abord, comme vous le savez, le développement de la méthode expérimentale et mathématisation de la physique inspirée par la science arabe, en particulier la liste est longue, Copernic, Bacon, Galilée. Et Newton, lui, avait le livre d'optique de Ibn al-Haytham.